Bonjour mesdames, messieurs. Nous voici maintenant à l'examen de la troisième fonction parlementaire essentielle, la fonction de contrôle de l'action du gouvernement. On observera tout d'abord que l'existence même d'une telle fonction naît du besoin dans la société politique de contre-pouvoir à l'action du gouvernement. Dans un régime de séparation du pouvoir, tel que celui-ci a été interprété à peu près partout, et particulièrement dans les régimes francophones, la collaboration des pouvoirs n'interdit pas que précisément chaque pouvoir soit au regard de la souveraineté, garant de son intégrité. Il s'agit donc, pour respecter l'équilibre des pouvoirs, d'assurer un contrôle de l'un, notamment le pouvoir politique, par les autres pouvoirs. Dans ce contexte, alors que, précisément, les constitutions francophones affirment avec beaucoup de mots, beaucoup de développement, la fabrication de la loi, la production législative, elles sont peu loquaces en ce qui concerne le contrôle de la loi. La plupart se bornent généralement à indiquer que le Parlement ou l'une de ses chambres en particulier, notamment la Chambre basse, l'Assemblée nationale, contrôle l'action du gouvernement. Quoi qu'il en soit, il demeure évident que la fonction de contrôle est l'essence même du fonctionnement des régimes politiques, que ce soit parlementaire ou qu'il soit présidentiel, et qu'un tel contrôle permet ainsi au Parlement de faire œuvre complète de sa mission de représentation, car c'est à travers cette fonction de contrôle que la démocratie gouvernante, c'est-à-dire, selon l'expression d'Olivier Duhamel, celle dans laquelle le peuple exerce le pouvoir par la voix de ses représentants, peut se réaliser pleinement. L'existence de ce contrôle ne fait donc guère pas de doute. Et pourtant, celui-ci apparaît, malgré son affirmation, bien étroit à peu près partout. C'est notamment le cas déjà dans les régimes pluralistes où la concurrence politique apparaît plus ouverte et où l'opposition, en s'alliant, peut arriver à renvoyer le gouvernement et à obliger ainsi à un changement de majorité politique. Dans les régimes francophones du Sud, et notamment africains, où le parti unique a été longtemps au pouvoir, l'ouverture à la concurrence politique n'a pas eu un effet de changement profond. Et dans la plupart des cas, cette ouverture a produit une représentation de l'opposition relativement faible. Encore récemment, lors des dernières élections générales en Côte d'Ivoire, seuls 3 députés de l'opposition ont été élus. Certes, il faut combiner ce facteur avec d'autres, notamment l'apparition, y compris dans ce pays, de députés indépendants. Mais il y a peu de chances que ceux-ci contribuent à la chute du gouvernement pour diverses raisons. Dès lors, le contrôle tend à se modifier probablement, et tend à devenir autre chose, et son existence paraît en jeu. En tout état de cause, sa perspective ne peut se maintenir que s'il se transforme. Et cette transformation apparaît nécessaire dans le cadre de son évolution vers probablement l'évaluation des politiques publiques. Mais nous verrons que sur ce point, il reste encore limité. 2 points paraissent donc de se dégager de ces observations d'ordre général. Le premier, grand A, c'est la nécessité du contrôle. Et nous verrons ensuite, grand B, les limites et la nouvelle ouverture qui est possible, grand B. Tout d'abord, grand A, nécessité du contrôle. On l'a dit, cette nécessité naît du besoin de contre-pouvoir dans la société. Un parlement bien constitué est un parlement, certes, qui vote la loi, mais qui a surtout pour mission de tenir le gouvernement dans ses rênes, de contrôler l'activité de ce gouvernement. Mais, même dans les régimes pluralistes, on l'a dit, un tel contrôle apparaît relativement difficile, probablement en raison
de l'effet du phénomène majoritaire, où la majorité au Parlement est essentiellement en raison de la force du président, de la prépondérance de l'exécutif, une majorité présidentielle. Dans ce cas, le contrôle se borne à être un contrôle de l'adéquation aux vœux de la majorité parlementaire, des décisions, des normes et des mesures adoptées par le gouvernement. Dans les régimes francophones comparés, le contrôle, bien que nécessaire, apparaît encore plus formel. C'est ce que montrent deux exemples que nous prendrons tant dans les régimes parlementaires que dans les régimes présidentiels. En ce qui concerne les régimes parlementaires, le cas récent du régime congolais est assez symptomatique. L'article 107, alinéa 2 de la nouvelle constitution congolaise affirme certes que le rôle du Parlement dans la production législative, mais ajoute également que le Parlement contrôle l'activité du gouvernement. La même disposition se borne à énoncer les différents modalités d'exercice de ce contrôle qui changent d'ailleurs avec d'autres pays francophones africains. Et parmi ceux-ci, il est clair que est citée généralement la mise en cause de la responsabilité du gouvernement à travers la motion de censure qui apparaît comme l'expression même d'un contrôle de type politique que le Parlement peut exercer, s'il en a les moyens, sur le gouvernement. En ce qui concerne les régimes présidentiels, le régime ivoirien constitue aussi une bonne illustration. La Constitution de 2016 consacre tout un chapitre, le chapitre 4 du titre, son titre 5 relatif aux relations, au rapport entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, au contrôle du gouvernement, de l'action du gouvernement par le Parlement. L'article 117, qui fait partie de ce chapitre 4, souligne les différents modes d'exercice de ce contrôle, là aussi, peuvent être différentes, qui citent notamment l'interpellation, à côté de modes qui renvoient aujourd'hui à cette interpellation, qui sont la question orale, la question écrite ou même la question d'actualité. Je voudrais rappeler ici que, par exemple, en France, l'interpellation a disparu, a été remplacée par le temps des questions, et pourtant a été maintenue dans certaines constitutions africaines comme un mode de contrôle à part. Dans un contexte d'ailleurs où, en même temps, ces constitutions refusent aux assemblées le vote d'adoption de vœux ou de résolutions de caractère politique qui pourraient aller à l'encontre du gouvernement ou en tout cas contredire les politiques ou les programmes d'action du gouvernement. Ces exemples montrent donc la nécessité du contrôle parlementaire, mais ce contrôle apparaît de ces deux exemples, je le répète, qui sont eux-mêmes enrichis par ceux du Bénin, du Mali, du Cameroun, que le contrôle apparaît bien limité et en tout cas semble faire de l'action du Parlement une action étriquée pour une institution qui deviendrait elle-même, selon l'expression d'Olivier Duhamel, une institution étriquée. On ne peut l'accepter dans le cadre d'une démocratie représentative où l'action du Parlement a pour but de permettre aux représentants du peuple précisément d'exercer pleinement leur souveraineté. Grand B, les limites du contrôle. Ces limites sont évidentes. Ce sont des limites qui tiennent pour l'essentiel, on l'a dit, il faut le répéter ici, à peu près partout dans le monde, pour tous les régimes politiques dans le monde, de la prépondérance observée du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif. Qu'il s'agisse d'ailleurs des régimes unitaires ou des régimes fédéraux, cette prépondérance est en marche et rien ne paraît pouvoir la limiter ou la bloquer. Cette prépondérance imposerait ainsi l'idée d'un affaiblissement de l'institution parlementaire, d'autant plus que dans certains régimes, tels que les régimes parlementaires, l'adoption d'une majorité présidentielle conduit le Parlement à suivre de près, même lorsqu'il n'est pas d'accord, les programmes
de la majorité, et malgré l'apparition au sein de cette majorité parlementaire de fractions oppositionnelles, eh bien, au moment décisif où il faut renverser le gouvernement, la majorité fait corps et continue donc de faire respecter la politique posée par l'exécutif. Quoi qu'il en soit, il apparaît à peu près partout dans les régimes francophones que ces limites s'exercent pleinement. De telle sorte que, finalement, le Parlement, la fonction de contrôle du Parlement apparaît elle-même comme une fonction purement formelle qui risque de disparaître si elle n'évolue pas profondément. Et l'une des voies d'évolution semble précisément être l'adoption de nouvelles méthodes de contrôle, qu'il s'agisse par exemple aujourd'hui de vérifier l'impact législatif des lois avant l'adoption de celles-ci, ou en aval de rechercher la cohérence des lois avec le programme posé par le gouvernement, d'ailleurs devant le Parlement au moment de l'investiture. Cette évaluation des politiques pourrait être un grand moment de contrôle, mais tend à transformer profondément le contrôle, qui ne serait plus simplement un contrôle, mais un accompagnement, un outil d'accompagnement du gouvernement par son opposition, même lorsque celle-ci est importante, par l'ensemble du Parlement, pour que ce programme se réalise conformément aux vœux de la majorité parlementaire. C'est le sens de la réforme introduite en France par la révision constitutionnelle de 2008. Mais même dans ce cas, elle est encore prudente et ne prendra que petit à petit dans les autres régimes francophones comparés. Mais la recherche de la cohérence des politiques du gouvernement, la recherche de renforcer l'efficacité de cette politique semble être peut-être la modalité par exercice désormais d'un contrôle qui va de pair avec une production législative qui elle-même est de plus en plus entre les mains du pouvoir exécutif. Ainsi va donc des pouvoirs et des fonctions parlementaires d'un parlement dans les pays francophones modernes qui doit formellement voter la loi et contrôler le gouvernement, même s'il n'a plus tout à fait entre les mains la maîtrise de ses fonctions. Je vous remercie.